Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde intitulée Les relations clients à l'ère du travail hybride. Je m'appelle Sébastien Borgna, je suis journaliste et je suis ravi d'animer ces échanges. À mes côtés, Marc Wan, VP Financial Services chez Content Square. Bonjour Marc. Bonjour. Vous nous présentez en quelques secondes, quelques chiffres Content Square. Oui, alors rapidement pour vous parler de Content Square, on est éditeur de logiciels français, on propose une plateforme d'analyse de l'expérience client digitale. On fait partie du NES 40, on est environ 1 millier de collaborateurs au niveau mondial, on a environ 1 millier de clients également, un gros tiers en France, c'est notre marché principal et historique. Et on lève régulièrement de l'argent, on a levé 500 millions l'année dernière, principalement pour porter notre croissance, tant d'un point de vue client que d'un point de vue produit. À vos côtés, Charlotte Nizieux. Bonjour Charlotte. Bonjour. Porte-parole et Head of Marketing Zoom France. Même exercice, quelques chiffres, quelques mots sur Zoom. Alors Zoom, vous nous connaissez sûrement pour les visioconférences, mais Zoom, c'est une plateforme de communication unifiée. On propose de la téléphonie dans le cloud, du webinar, des SDK, un contact center dont on reparlera peut-être plus tard. Voilà. Amaury Martin, directeur des ventes IMIA chez SAP Consumer Experience. Bonjour Amaury. Bonjour à vous. Merci quelques mots sur SAP. Tout à fait. SAP est une entreprise, un éditeur de logiciels qui va fêter ses 50 bougies cette année. Nous sommes à peu près 100 000 collaborateurs dans le monde. Merci. Et à peu près 400 000 clients dans le monde. Et juste à votre gauche, Olivier Galeazzi, directeur Global Channel Marketing chez Autodesk. Bonjour Olivier. Bonjour Sébastien. Quelques précisions sur Autodesk ? Oui, alors Autodesk, c'est aussi un éditeur de logiciels. On est à peu près 12 000 personnes dans le monde, à peu plus de 4 milliards de chiffre d'affaires. Et puis, on a des solutions de conception qui s'adressent à la construction, l'ingénierie, les architectes, l'industrie, et puis aussi médias et divertissement. Merci pour cette rapide présentation. Je vais vous demander peut-être de mettre votre micro le plus près possible de la bouche pour qu'on vous entende bien. En tout cas, la crise sanitaire a profondément changé notre façon de travailler, de communiquer, d'interagir avec nos clients, nos partenaires et puis nos collègues, les collaborateurs aussi. Est-ce que vos entreprises utilisaient déjà les plateformes de communication unifiées avant 2020 et quelle est aujourd'hui la part de vos rendez-vous clients en physique et à distance ? Qui veut commencer ? Allez, peut-être Olivier. Oui, alors donc nous, on utilisait déjà beaucoup le travail à distance. On avait pris Zoom quelques peut-être mois avant la pandémie et finalement c'est vrai que ça a beaucoup développé l'utilisation de l'application chez nous. Vous avez eu de l'intuition. Peut-être, oui. Ouais. Et moi, je dirais, personnellement, j'ai à peu près maintenant 90% de mes rendez-vous sont en vidéoconférence, Zoom. Ouais. Amaury, c'est votre cas aussi ? Oui, tout à fait. De notre côté, on était déjà équipé de Zoom aussi depuis quelques temps, peut-être même une année, voire plus au niveau international. Et je vais quand même dire qu'historiquement, avant la crise pandémique, ces solutions étaient utilisées surtout pour les relations internationales, pour les gens comme moi qui gèrent des gens dans plusieurs bureaux de plusieurs pays. Ça nous était très utile et on avait tendance à privilégier une relation physique avec nos clients locaux. Et je pense qu'aujourd'hui, on a dû basculer à peu près comme vous dans les 70-80% de rendez-vous purement digitaux, même pour les rendez-vous nationaux. Marc, c'est votre cas aussi chez Content Square ? Oui, énormément de rendez-vous digitaux. C'est effectivement notre cas. On avait une démarche un peu condescendante vis-à-vis du travail virtuel avant la pandémie. On considérait que les clients, il fallait aller les voir, il fallait faire beaucoup de physique, même si on utilisait quand même des solutions de travail à distance. Ça a énormément changé, ça nous a énormément appris à considérer ces solutions et les bénéfices de ce type de solutions. Et voilà, notre mindset a beaucoup changé, je pense, comme beaucoup de sociétés. Alors on entend 70-80%. Et chez Zoom, Charlotte, c'est du 100%? Chez Zoom, c'est quasiment du 100%. Alors, en interne, c'est 100%. Zoom n'a pas de bureau physique en France. On commence à retourner voir nos clients, mais nos clients sont tout à fait satisfaits, évidemment, d'entendre parler de Zoom et qu'on leur présente Zoom en utilisant les applications, nos propres applications. Et donc, voilà, pour l'instant, chez Zoom, on est en 100%. Et à tel point qu'on parle aujourd'hui d'hybridation de la relation client. Est-ce que c'est un phénomène durable, selon vous, un changement d'époque ?
Et est-ce que vous pensez, comme certains, que les entretiens à distance vont aujourd'hui devenir la norme et en physique, finalement, une exception? Charlotte? Alors, toutes les études montrent, on a commandé plusieurs études à BCG, à Forrester, que, en effet, l'hybridation du travail et donc l'hybridation des relations clients, c'est l'avenir et ça va devenir la norme. On ne prône pas du tout, et Zoom ne prône pas du tout le 100% distanciel. Nous, ce qu'on pense vraiment, et c'est aussi mon expérience personnelle, je ne suis chez Zoom que depuis 18 mois, mais j'ai toujours vécu ça, que le travail à distance, les relations à distance avec ses clients ou ses collaborateurs servent ensuite le travail quand on se retrouve en présentiel, où on est plus efficace, on se retrouve pour des moments qui sont plus nécessaires, alors soit pour des moments de travail particuliers où on a besoin de se voir, soit aussi pour des moments informels qui eux-mêmes vont faciliter ensuite le travail à distance. Donc, ce que je pense vraiment, ce que Zoom pense vraiment, c'est en effet l'hybridation du travail et donc l'hybridation des relations clients, des relations partenaires. C'est l'avenir et ça devient déjà la norme en réalité. Je pense à un chiffre, la dernière étude BCG qui est sortie montre que 70% des cadres sont tout à fait favorables maintenant à un mode de travail hybride, donc en partie présentiel, en partie à distance, pour eux-mêmes bien sûr, mais aussi pour leurs équipes. Marc, vous êtes d'accord, c'est un phénomène durable? Bien sûr. Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'un des points qui est critique quand on décide de faire une réunion physique ou quand on décide de faire du distanciel, c'est vraiment de qualifier les besoins et les objectifs du meeting. Je m'explique, si à un moment donné on sait qu'on est 25 sur un meeting et qu'on sait qu'on va avoir besoin de qu'on veut aller chercher beaucoup d'interactivité, des feedbacks, peut-être que le physique fait sens. A contrario, quand on a des meetings entre une ou deux personnes qui ont des agendas qui sont très très compliqués, qu'on sait que ça va être compliqué de se réunir, je pense qu'il faut vraiment se poser la question des objectifs de chacune des réunions. À chaque fois qu'on doit se voir, qu'on doit échanger, c'est quoi l'objectif, c'est quoi les attentes, c'est quoi les inputs, et derrière choisir le bon format. Amaury? Oui, il y a cette notion d'objectif, il y a aussi la notion d'usage. Tu as parlé tout à l'heure, Marc, de culture d'entreprise. Aller voir le client et aller voir le prospect ou le partenaire, on en parlera peut-être après, physiquement. Je pense que dans les pays latins comme la France, ça résonne beaucoup, le contact humain, essayer d'aller voir les gens. Je pense aussi qu'il y a, dans cette notion de durabilité, il y a le côté tabou à l'époque de devoir travailler de chez soi ou de ne pas se déplacer. Et je pense qu'une frontière a été passée aujourd'hui, durable, dans le sens où on peut très bien être efficace en travaillant de chez soi ou d'un bureau remote, même au niveau européen ou peut-être mondial comme tu le fais. Et donc je crois en effet à cette durabilité de l'hybridation du travail. Olivier? Oui, je suis d'accord. Et puis, il y a aussi un peu de... d'abord, on s'est aperçu qu'on était plus performant en étant hybride, parce en étant à distance. Pourquoi vous êtes plus performant? Alors, pourquoi on est plus performant? Parce que, d'abord, on n'a pas le temps de se disperser. On doit avoir toujours des objectifs très précis pour un meeting. Et nos partenaires sont dans le même état d'esprit. Donc, on sait qu'on veut trouver des solutions à des problèmes ou faire avancer les choses. Il n'y a pas de place pour le blabla. Et donc, voilà. Donc ça, c'est une des choses qui est... Donc, déjà, on est plus efficace. Deuxièmement, je vois en nombre de personnes que je rencontre. Avant, je voyageais énormément. Donc, je polluais pas mal la planète en étant toujours dans des avions. Maintenant, j'arrive à voir mes partenaires en Zoom dans tous les pays du monde entier de façon très instantanée. Donc, je peux avoir 3-4 meetings dans la semaine avec des partenaires qui se trouvent au Japon, en Corée, qui se trouvent en Amérique du Sud, et tout ça dans la même semaine. Chose que je ne pourrais pas faire. Ouais, donc, du coup, je peux faire avancer les projets, avancer les idées de façon plus rapidement et de façon plus globale. Et mes équipes, c'est pareil. Alors vous anticipez... Oui, Charlotte. Pardon, oui, je veux juste rebondir sur ça. La dernière étude Forrester qui est sortie montre que l'utilisation de visioconférence permet un gain de productivité de 261% par rapport à un déplacement, et que pour l'ensemble des collaborateurs, on gagne 52 minutes de travail par semaine. Donc, voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. La clé, en effet, c'est de savoir s'en servir au bon moment. Et encore une fois, je pense que personne ne prône le full distanciel. Il faut savoir jouer avec les outils, utiliser les outils qu'on a à notre disposition au meilleur escient. Alors, vous anticipez effectivement la question suivante, c'est quels sont les avantages et aussi les inconvénients des rendez-vous à distance?
Et qu'est-ce que ça a changé finalement dans vos relations avec vos clients, vos partenaires, vos prospects? Qu'est-ce que ça a amélioré et qu'est-ce que ça a peut-être dégradé? Marc? Ouais. Je vais partager avec vous un indicateur qui est assez intéressant d'un point de vue business. C'est que quand on manage une équipe commerciale, on considère qu'il y a un niveau maximum d'opportunités qu'ils peuvent gérer en simultané. Par exemple, sur un closing de fin d'année, on sait que gérer plus de 5-6 opportunités, on commence à mettre des warnings avant la crise sanitaire en disant attention, là ça va être compliqué parce qu'on ne peut pas faire beaucoup plus que 2 rendez-vous par jour si on se déplace, etc. Et en fait, on se rend compte que ces 2 dernières années, cet indicateur a complètement explosé et qu'aujourd'hui, nos sales ont la capacité à gérer un nombre d'opportunités en simultané qui est bien plus conséquent. On arrive sur certains sales très performants à gérer 10-12 opportunités parce qu'en fait, ils peuvent parler à 4, 5, 6 clients dans la journée. Et ça, c'est un vrai changement. Donc ça, c'est un des gros avantages, j'ai envie de dire l'efficience opérationnelle des équipes qui est améliorée. Le deuxième vrai sujet également, c'est l'agilité. Quand on est borné à faire du physique, c'est toujours compliqué. Et quelquefois, on perd des semaines en se disant en fait, personne n'est dispo. On décale d'une semaine et on s'entête à rester dans ce schéma de faut que j'aille les voir. Ok, décalons le rendez-vous s'il faut de 15 jours. Et mécaniquement, vous connaissez les impacts quand on est censé garder le bon rythme. Clairement, les solutions Zoom nous permettent d'avoir beaucoup plus de flexibilité, d'agilité. Des choses qu'on ne faisait jamais avant, c'était d'appeler un client et de lui dire est-ce que tu es dispo dans la journée pour qu'on échange sur un point contractuel, technique, etc. Ça, c'est nouveau pour nous. Et c'est nouveau et ça nous permet vraiment d'accélérer nos processus de vente. Il y a un vrai impact sur les cycles nous concernant. Flexibilité, agilité, opportunité, disait Marc. Amaury, vous êtes d'accord? Complètement d'accord. Je vais rajouter un troisième volet à ça. On parle souvent de développement durable au sens écologique du terme. Tu en as parlé tout à l'heure. Moi, mon métier, par exemple, m'aurait imposé d'aller visiter les équipes en Belgique, aux Pays-Bas, en Angleterre, au moins tous les mois. Et on oublie déjà l'impact carbone que ça représente, donc qui est diminué du fait que je fais beaucoup de conférences maintenant et, par Zoom et en digital. Mais on oublie surtout la partie sociétale là-dedans. Et le fait qu'aujourd'hui, je puisse travailler de chez moi, j'emmène mes filles à l'école, je vais les chercher le soir. J'ai une toute autre vie d'un point de vue vie du quotidien. Et cette partie sociétale est souvent mise au second rang, alors qu'elle est aussi très importante. Donc l'efficacité des gens, la flexibilité, mais aussi, je pense, cet aspect vie du quotidien qui est complètement bouleversé. Vous nous précisez où vous habitez sans révéler trop de secrets? Oui, sur la côte espagnole à Barcelone en l'occurrence. D'accord, ceci explique peut-être cela. Charlotte? Juste pour rebondir sur ça, c'est vrai aussi pour vos clients, quand vous leur proposez un rendez-vous à distance, ça les arrange aussi. Ils seront... quand on est bien dans son job et qu'on ne se sent pas obligé d'y aller tous les jours et qu'on se sent plus performant aussi, on est mieux, c'est vrai aussi dans la relation avec nos clients évidemment. Et puis pour les entreprises, alors là on sort un tout petit peu du sujet, mais on a de nombreux clients qui nous disent « Moi aujourd'hui, je veux recruter les meilleurs talents, où qu'ils soient ». Voilà, tout simplement. De la même manière, vos clients, ils peuvent être n'importe où. Et vous pouvez les adresser. Donc, quand on parle d'expansion géographique d'une entreprise, soit au sein d'une région en France, soit dans le monde, ça facilite grandement, évidemment. Ce qui n'empêche pas d'aller les voir de temps en temps. C'est ce qu'on disait au début. Olivier, avantages et aussi peut-être les inconvénients, c'est quoi? Oui, alors là, juste pour rebondir sur ce que disait Charlotte, sur ne serait-ce que le recrutement des personnes. Moi, je sais que là, j'ai 3 postes ouverts en ce moment à Singapour. J'ai une candidate qui est en train d'être interviewée qui vient de Sydney. Je suis tout à fait ouvert. Il y a 2 ans, ce n'était pas possible. Voilà. Alors nous, un des gros désavantages, c'est on s'est aperçu en fait que finalement on est plus productif. Les gens sont extrêmement engagés dans leur travail et du coup, ils ne font pas tellement la différence entre la vie privée et le travail. Donc on est en train, chez nous, de réfléchir à des tas de solutions pour justement libérer du temps privé, pour que les gens profitent du milieu de la journée plutôt que quand il fait beau, plutôt que de rester devant son ordinateur tout le temps. Et puis aussi, on est en train de réfléchir à des semaines moins longues, c'est-à-dire des semaines de 4 jours. Et il y a beaucoup de boîtes qui pensent à ça. Donc, c'est-à-dire, parce qu'on s'est aperçu que finalement, la productivité, elle augmentait. Donc, on essaye de trouver des alternatives pour qu'il y ait un meilleur work-life balance, comme on dit en anglais, quoi. Charlotte? Pour rebondir sur ça, évidemment, il
y a une vraie cette transformation dans la relation client, dans le travail hybride avec ses collaborateurs, ça amène, et c'est passionnant, on a beaucoup de discussions et on accompagne beaucoup nos entreprises, nos clients sur ces sujets-là, comment accompagner à ce changement, comment faire en sorte en effet que le soir on puisse fermer la porte de son bureau comme on partirait du bureau. Alors là, évidemment, les solutions Zoom permettent ça, permettent aux administrateurs de couper les accès entre telle heure et telle heure, par exemple. C'est notamment possible sur Zoom Phone. Voilà, donc il faut réfléchir et on est dedans. Ce qui a été extraordinaire dans ces 2 dernières années, en effet, c'est qu'on a accéléré cette réflexion et qu'on a des discussions là qu'on aurait certainement eu dans 5 ans, 10 ans, si on n'avait pas vécu cette situation extraordinaire. Amaury. Mais c'est vrai que je repensais aussi aux éléments positifs, je pense, de ce qui est arrivé. Ce qui a profondément changé, c'est la relation qu'on a avec nos clients, nos partenaires. Je la trouve plus intime. Je pense Plus intime ? Oui, à une époque, je pense que on met, je schématise, le costume, la cravate, la mallette, on va en rendez-vous, tout le monde est beau, a pris le train du matin et arrive pimpant au rendez-vous. Aujourd'hui, on est face à quelqu'un qui a mis sa caméra, on découvre derrière lui un mur de BD, on crée une intimité. Moi, j'aime le rugby, j'ai passé la semaine dernière avec le fond du Stade de France, bleu, blanc, rouge, et ça crée tout de suite, quand le call s'ouvre, une intimité ou voilà, quelque chose, un icebreaker, comme on dit en anglais, sur l'actualité. Et je trouve c'est mieux que de rentrer dans une salle de réunion complètement impersonnelle. Voulez-vous un froide. café, faisons un tour de table, ce genre de choses. Je trouve que cette intimité-là, on ne l'aurait pas eu sans ça. Je suis tout à fait d'accord. Pour la petite anecdote qui nous concerne moins, mais qui est sympathique, on a fait une étude mondiale récemment avec SurveyMonkey. 70% des personnes ont déjà fait un Zoom en pyjama. Que ceux qui n'ont jamais fait de visioconférence en pyjama lèvent la main. Il n'y a personne qui lève la main. On l'a tous fait. Et puis, en effet, il y a toutes les possibilités, évidemment, de mettre ce qu'on appelle un virtual background. Donc, vous mettez derrière vous une photo qui permet de préserver l'intimité de chez vous, qui peut être très corporate ou qui peut être un peu plus sympathique sur les thèmes qui nous occupent. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'une des best practices, mais qui se fait très naturellement, quand vous appelez vos clients, comme quand vous les recevez au bureau, vous commencez par leur demander si ça a été facile de se connecter. Avec Zoom, c'est toujours facile. Et est-ce qu'ils ont passé une bonne semaine, une bonne soirée, un bon week-end, etc. Comment est-ce que vous vous préparez à une visio client, une vision prospect, partenaire ? Est-ce que vous avez un rituel à partager avec nous ? Qui veut commencer ? Oui, moi je veux bien que ça soit Alors déjà, je considère les calls internes comme externes de la même manière. Je trouve que le respect apporté donc, au cadrage de la caméra, au fait d'avoir une lumière qui vient de face, bien regarder la caméra de manière à être sûr qu'en réalité on parle à son interlocuteur, non pas dans l'écran que l'on a sur le mobile ou l'ordinateur, mais bien la caméra elle-même pour le regarder dans les yeux, sont vraiment les 3 rituels que je surveille. Bien sûr en mettant la caméra on en parlera peut-être plus tard, mais je trouve aussi respectueux d'allumer la caméra de manière à regarder mon interlocuteur dans les yeux et envoyer un message clair. Oui, parce qu'il n'y a rien de pire finalement que se retrouver devant un écran noir avec juste un nom. Olivier, vous nous partagez votre rituel ? Oui, alors moi c'est un rituel moins technique, c'est que je fais très attention au contenu que je vais partager. Parce que je sais que personne ne veut rester devant une présentation PowerPoint pendant tout le Zoom. Donc j'ai que quelques slides et après il y a beaucoup de discussions. Et avec toujours des objectifs très précis. C'est-à-dire pour qu'il y ait un engagement complet des gens. Et c'est vrai que dès qu'une personne en fait n'est pas devant la caméra, c'est en général qu'on fait autre chose. Voilà. Avec des slides très légers, j'imagine. Très légers, avec beaucoup d'impact. Quelques photos, oui. Plus pour illustrer un propos finalement. Oui, c'est ça. Et puis pour prendre des actions. Et puis aussi, juste pour dire autre chose, c'est que, par exemple, avant, quand je voyageais, il fallait toujours que je me renseigne beaucoup sur la culture des pays et des choses comme ça. Et là, je trouve qu'il y a besoin de moins savoir, quelque part. Donc, on perd un peu, mais il y a besoin de moins savoir pour être suffisamment efficace. Quand je suis avec le Japon, la Corée ou des choses comme ça, j'ai besoin de moins connaître la culture pour avoir des meetings efficaces. Oui, puis on a l'impression d'être un peu à domicile finalement quand on fait une visio avec un client, contrairement au rendez-vous physique où là on joue quelque part à l'extérieur. Charlotte ? Juste, je rebondis sur plusieurs points. La caméra allumée, si vous n'allez
c'est ce qui fait que ça marche. C'est ce qui fait que vous construisez cette relation à distance et qu'ensuite, quand vous verrez vos clients, ce sera plus naturel, comme si vous vous connaissiez déjà d'une certaine manière. Donc, toutes les expériences et tous les retours qu'on a, quand ça marche et quand les clients sont satisfaits, la caméra est allumée systématiquement. Vous pouvez l'éteindre 5 minutes, le temps d'aller vous faire un café, évidemment. Enfin, tout ça, c'est normal et c'est sympathique de le dire. Sur le deuxième point, il y a un certain nombre de fonctionnalités, je ne sais pas si on avait prévu d'en parler, mais la traduction en temps réel qui arrive, donc votre interlocuteur en Chine pourra parler chinois et ce sera traduit automatiquement en français. Alors ça, ce serait bien, parce que pour l'instant, j'engage des interprètes pour faire la traduction en direct. Donc vous allez faire des économies d'avion et des économies de traduction. C'est ça, voilà, tout un tas de fonctionnalités qui permettent ça, qui permettent ces interactions et que ces interactions soient le plus engageantes possible. L'idée, c'est de créer cette relation client, y compris à distance, qui facilitera ensuite les rencontres en présentiel. On sait aussi, j'en profite pour donner un petit chiffre, une dernière étude qui était aussi avec Forrester, si je ne m'abuse, montre que quand on gère des deals et qu'on gère un flot d'opportunités via les visioconférences, via Zoom en particulier, on gagne 70% de temps sur le cycle de vente. 70% de temps sur le cycle de vente. Voilà. Et on va revenir dans un instant sur les nouveautés, les nouvelles fonctionnalités avec vous, Charlotte. Peut-être un mot, Marc, sur votre rituel à vous avant, et puis aussi comment vous faites ensuite, une fois que ça y est, tout le monde est connecté, pour instaurer un climat propice, pour maintenir l'attention de votre interlocuteur, pour partager des émotions, embarquer les gens, les séduire, les convaincre finalement. Oui. Alors bon, sur la préparation, beaucoup de choses ont été dites et je pense qu'on a fait un petit peu le tour. La seule chose que je rajouterais, c'est que quelques jours avant, sur des meetings notamment principalement externes, je recheck bien évidemment la compatibilité et le fait que côté client, tout marche bien et qu'ils aient pu tester. On sait souvent qu'on est sur des meetings qui s'enchaînent, on n'a pas le temps de le faire sur l'instant ou dans quelques heures avant. Et la plus mauvaise surprise, c'est je démarre et puis finalement j'ai un plugin à télécharger côté client. On a une demi-heure et puis on perd peut-être 5-10 minutes déjà sur de la logistique. Donc voilà, c'est vraiment le côté préparation technique. Donc ça, vous le faites plusieurs jours avant, c'est ça? Je l'envoie, voilà, pour ne pas être pris au dépourvu, je l'envoie 2-3 jours avant, un reminder du rendez-vous avec les éléments. Un reminder du rendez-vous, est-ce que c'est toujours OK pour vous? Je vous envoie un lien quand même juste pour vous assurer que tout fonctionne bien de votre côté, que vous n'avez pas de firewall qui bloque potentiellement l'accès à certaines solutions. Donc voilà, ça c'est pour la préparation. Non, très bon. Ok, super. Et sur le contenu durant le meeting, je trouve que ça nous a amené à avoir des pratiques beaucoup plus fortes en termes d'interactivité, d'aller chercher justement, parce que c'est un petit peu la crainte sur ce genre de meeting. Je me connecte, il y a 10 personnes, comme Charlotte l'évoquait, il y a 8 personnes qui sont en caméra fermée, personne ne parle, micro fermé. Et là, on est parti pour un meeting où ça va être l'horreur. Donc c'est vraiment ce qu'on veut éviter. Donc on cherche l'interactivité et on construit. Alors comment vous faites? Alors on construit en fait des supports qui soient le plus possible dans la co-création. Donc premier sujet, revalider un agenda ensemble. C'est tout bête, hein, mais on revalide les agendas, quitte à laisser quelques points un petit peu en suspens pour amener les gens finalement à rajouter des choses. Pareil, on a une démonstration, on vient présenter un produit. Amener le plus possible à projeter les utilisateurs sur des cas d'usage concrets chez eux. On a une bibliothèque de cas d'usage chez des acteurs qui sont similaires, par exemple, à nos clients. Partager avec nous en fait, des cas concrets en fait, d'usage pour que je puisse par la suite vous alimenter. Et enfin, le dernier point, c'est, désolé, j'ai pas trop la traduction française, c'est les takeaways. À la fin, on a passé 1 heure ensemble, vous voyez plein d'autres prestataires dans la journée, dans la semaine. Qu'est-ce que vous retenez finalement du meeting si vous deviez communiquer à vos collaborateurs 3 points qui sont les clés essentielles de Content Square, qu'est-ce que vous retenez? Et là, pareil, on vient définir finalement, on vient synthétiser ce qu'ont retenu les gens finalement de l'heure qu'on a passé ensemble. Donc voilà, c'est des points qui sont super importants pour nous et qui permettent de s'assurer qu'on ait bien cette interactivité, cette écoute durant du début à la fin. Du début à la fin, en continu. Juste un petit point sur des fonctionnalités qui ne sont pas vraiment des nouveautés, mais évidemment, je valide complètement et on valide tous complètement le fait qu'il faut rendre toutes les présentations interactives. De la même manière qu'en présentiel, vous vous assureriez que votre audience vous écoute. Vous pouvez avoir un eye contact. Il y a tout un tas de réactions en live. Vous pouvez envoyer des petites émoticônes. Vous pouvez demander à des gens de participer à un sondage.
Vous pouvez avoir, il y a ce qu'on appelle les Zoom Apps, donc qui sont des partenaires dont les applications sont intégrées lors de vos meetings Zoom. Vous pouvez faire participer vos participants à tout un tas de petits quiz, ce genre de choses qui rendent les interactions tout à fait possibles. Si vous partagez une présentation, PowerPoint ou Google Slide, tout le monde peut annoter, vous pouvez donner le droit d'annoter. Donc évidemment, cette interaction, elle est complètement capitale. Et la vidéo en marche, on ne le dira jamais assez, c'est ce qui fait que ça marche. Amaury, vos trucs, à vous, pour séduire, convaincre, embarquer? Bien sûr, je pense qu'il y a une énorme part de talent naturel, ça c'est évident. Alors, je ne peux qu'abonder. Ça joue, effectivement. Hein. Ça peut, je rigole. Je ne peux qu'abonder dans ce que tu dis là. Il y a deux choses pour moi qui ont énormément changé. Je citais tout à l'heure l'exemple du rendez-vous un peu à l'ancienne où on se présentait physiquement. La salle était parfois un peu froide, l'ambiance aussi. Quand on a la chance d'avoir, et moi je le fais d'ailleurs toujours, laisser activer ces fameux émoticônes pour que les gens puissent réagir avec des cœurs, des applaudissements, ce genre de choses, on laisse les gens s'exprimer derrière l'écran. Et ça marche. Ça marche les gens très bien. Vraiment. Il y a une énorme interaction. Et ce qu'on fait aussi beaucoup, et je suis heureux que tu le cites, c'est les flashcodes avec les petites enquêtes. C'est-à-dire que peut-être que tous les 2-3 slides, on pose une question et les gens peuvent flashcoder, répondre à l'enquête, s'assurer qu'ils ont compris le contenu, qu'il y a de l'interaction, les garder actifs. Et la chose aussi sur laquelle je veux revenir, c'est que historiquement, moi, dans mes routines de départ, j'avais bien sûr cette notion de présentation. J'aime bien prendre des notes sur papier. Et maintenant, j'ai changé dans ma routine, et ça, d'ailleurs, impacte énormément les rendez-vous. Il y a des rendez-vous, par exemple, je dis, là, vous verrez, je n'ai pas la caméra, parce qu'aujourd'hui, je suis censé être quelque part passif dans ce call. En revanche, je suis en train de marcher, et j'ai instauré, pendant notamment le confinement, pas mal de marches, même avec mes équipes. Et commercialement, on s'est retrouvé quelque part plus créatif, dans une écoute active, parce que le fait d'être à l'air libre, soit dans son jardin, soit dehors, même parfois dans la rue, faire le tour du pâté de maison, on écoute ce qui se dit de manière complètement différente et la créativité se met alors en marche de manière complètement différente. Donc voilà, les routines et les usages pour garder les gens actifs, moi, ont profondément changé en tout cas. Olivier ? J'avoue que moi, j'ai pas tellement de rituels ou de choses comme ça, puisque les meetings qu'on organise, il y a un vrai intérêt, il y a un vrai engagement des gens, donc j'ai pas tellement ce problème. C'est plutôt de faire en sorte que tout le monde ne parle pas, quoi. Les gens sont bien engagés. Ça, on gère bien avec Zoom, hein, en termes de fonctionnalités pour activer, désactiver les micros, etc. Normalement, ça doit bien se passer. Je connais pas ça. Bon. On fera une démo sur le stand. En tout cas, depuis 2 ans, on a tous eu des bonnes et des mauvaises expériences. Est-ce que vous pourriez partager avec nous votre meilleur ou votre pire souvenir de rendez-vous client à distance? Qui veut commencer? Je vous sens un peu sur la retenue. Ça peut être la meilleure aussi. Qui se lance? Oui, ça peut être le meilleur. Le pire, on est entre nous de toute façon. Non, mais la meilleure, c'est quand, bien sûr, tout se passe bien. Moi, j'ai énormément d'exemples, mais ils sont pas fun à raconter, de rendez-vous qui se passent excessivement bien. L'interaction est là. On arrive à signer même parfois des contrats en ligne, à s'accorder. La personne, vous avez sa réaction en direct quand elle reçoit le contrat par email, même ce genre de choses. Donc, des rendez-vous qui se passent bien, il y en a plein. Après, voilà, on parle souvent de la caméra, de pouvoir mettre en mute. Bon, il m'est arrivé une fois, en effet, de faire une remarque sur quelqu'un dans la salle. Heureusement, c'était un auditoire qui parlait principalement anglais. Et je sais qu'un ami appréciait quelqu'un dans le call. Et je dis, tiens, c'est dommage, mon Wi-Fi vient de couper alors que c'est l'amoureuse secrète de mon ami qui parle. Ah, le micro était allumé. Là, j'ai coupé le micro, je me suis assis dans mon canapé. Et j'ai vu les WhatsApp arriver en disant, mais qu'est-ce que tu as raconté? Qu'est-ce que t'as... Donc voilà, les petites scènes cocasses qui m'ont invité après à dire, Amo, tu peux marcher, tu peux interagir, etc. Par contre, essaie de rester dans une zone où ça capte, où ça bouge pas. Assure-toi que quand tu rentres et que tu sors de ta maison, le Wi-Fi s'active et se désactive pas, tout comme le micro parfois. Ça m'est déjà arrivé, voilà, C'était cocasse. Heureusement, c'était fun et ça s'est bien passé, mais ça aurait pu être plus grave avec un client, par exemple. Votre meilleur ou votre... Oui, juste un mot pour rebondir. Je ne sais pas ce que vont raconter nos prochains intervenants. C'est vrai qu'il y a des situations cocasses qui arrivent, mais je crois que c'est rentré dans les mœurs, que c'est OK. C'est vrai qu'on on parle vraiment de la culture d'entreprise. Ça change chez vous en tant que société qui va vendre et puis aussi chez vos clients, qu'il y ait des petites choses rigolotes comme ça qui arrivent, que vous marchiez pendant des calls où vous êtes plutôt passif. Ça va être de plus en plus admis. Ça l'est
chez toi, chez SAP, chez nous aussi, évidemment, chez Zoom. Et tout ça, ça va changer, ça va évoluer. Et au rayon du cocasse, mais agréable, et je parlais tout à l'heure d'intimité, c'est que même mes filles, maintenant, quand elles interviennent dans des calls, quand ça passe 17h, 18h, et qu'elles passent devant la caméra, ça pose aucun problème à personne. Et j'entends même les gens dans le call, quand c'est de l'interne, par exemple, dire « Ah, attends, fais-nous faire coucou à ta petite ». Elles passent, elles repartent. C'est cette intimité-là dont je parle, qui n'était pas possible au travail. Et on s'est rendu compte, je pense, pendant la pandémie, qu'on parlait à des patrons de grandes entreprises, de grands partenaires, des clients, et que derrière ces gens-là, il y avait en fait des humains comme vous et moi sûr. qui vivent. Voilà. Ça passe très bien, même Et avec ça les passe clients, très bien aujourd'hui, ce qui n'existait pas avant, ce qui était impossible. Parfois de Tout à briser fait. la glace. Bien sûr. Olivier. Oui, je trouve que ça rend aussi la relation quelque part authentique, quoi. On voit qu'on est face à des êtres humains et des choses comme ça. Et puis je trouve que quand même ça a baissé, parce que je me rappelle qu'au début, les gens se sentaient peut-être un peu trop à la maison, ils oubliaient qu'il y avait la caméra. Nous, on a eu des scènes un petit peu bizarres, donc je ne vais pas affoler tout le monde, mais Vous n'êtes pas obligé d'entrer dans les Est-ce qu'on détails. veut Je vais pas rentrer savoir dans les ou pas détails. Mais voilà, il y a aussi une autre chose. Enfin, moi, je travaille par exemple pour une boîte américaine. Et c'est vrai que le centre de décision, il a pendant très longtemps, il était aux États-Unis. Et maintenant, le fait qu'on est en Zoom, ça redistribue un peu la géographie. Je sais que personnellement, le poste que j'ai était basé à San Francisco. Puis pour moi, ça ne m'intéressait pas d'aller vivre à San Francisco. Donc j'ai eu une discussion de plusieurs semaines avec la personne qui m'engageait. Puis finalement, la pandémie étant arrivée, voilà. On peut très bien faire un rôle international finalement depuis la France. Et ça redistribue un peu la géographie. Je trouve que c'est pas mal. Marc, une anecdote à partager avec nous, Oui, votre non, pire ou votre meilleur souvenir? Simplement, j'y réfléchissais au moment où vous avez posé la question. Et effectivement, en fait, l'un des plus beaux closings et un des finalisations de projet avec un client sur 2021, ça a été fait justement via Zoom. On avait un projet avec un sponsor en France. Et au dernier moment, on s'est rendu compte que, vu la taille du projet, on avait un signataire qui était en Suède et puis l'autre en Chine. Donc on envoie un process de signature électronique et puis là, étonnamment, ils n'arrivent pas à s'en servir. Et donc à 22h, le 30 du mois, on monte un meeting avec le signataire suédois, le signataire chinois, le sponsor en France et nous, pour signer ensemble en fait en partage d'écran le contrat. Et voilà, ça aurait été impossible en fait sans ce type de solution. Donc ça, c'était forcément un super souvenir. Alors, on a la possibilité d'enregistrer certaines réunions avec l'accord, bien évidemment, des participants. Est-ce que vous le faites? Et est-ce que vous utilisez ces enregistrements ensuite pour débriefer avec vos équipes? Qui veut répondre? Oui, nous, ça nous arrive beaucoup. Donc, on demande toujours le consentement des personnes présentes dans l'appel. En interne, c'est assez facile parce qu'on va dire que c'est communément admis, surtout si c'est un rendez-vous où de nombreuses personnes devaient être là et se sont excusées à l'avance pour une problématique. Et quand c'est un client externe ou un partenaire, pareil, on demande toujours l'avis des personnes. Moi, je pense que le plus important, c'est qu'il faut qu'il y ait du sens derrière et une utilité. En l'occurrence, quand par exemple on invite une dizaine de personnes à un rendez-vous et que seulement 3 ou 4 peuvent être là et que les autres sont excusés en disant mon directeur marketing ne peut pas se connecter pour X ou Y raison, ce que je vous propose, c'est qu'on enregistre ce call. Comme ça, dès que je reçois l'enregistrement, vous pourrez le transférer en interne et la personne rattrapera le retard, peut-être dans l'avion, dans le train, peu importe où. Mais au moins, ce qu'on s'est dit là n'est pas perdu. Là où avant, on avait tendance à faire juste un email et envoyer une présentation, j'ai envie de dire froide. Là, on peut envoyer la présentation entière que la personne peut écouter, même en accéléré s'il le faut. Donc pour nous, c'est vraiment devenu la norme. Olivier? Oui, même concept. C'est vraiment quand il y a des gens qui sont absents, c'est là qu'on enregistre. Ouais. Marc? Ouais, peut-être pour finir, moi je trouve que le recording ça marche bien quand on a du partage d'informations un peu unilatéral. On fait une présentation, on fait une démonstration, on va communiquer des éléments à des personnes qui à cet instant ne pouvaient pas être disponibles, ça marche bien. Quand on va chercher de l'interactivité, très souvent ça vient brider un peu le recording parce que les gens du coup ont un peu plus de retenue pour s'exprimer. Donc pareil, il faut bien choisir les objectifs et quand bien enregistrer. 2 petits points sur ça. La première chose, c'est qu'on demande le consentement, mais en réalité, on ne peut pas enregistrer sans que les personnes soient au courant, puisqu'il y a un pop-up qui arrive avec un message vocal qui dit « Attention, ce meeting est enregistré ». Et donc, vous devez accepter. Donc, il n'y a plus de possibilité, évidemment, d'enregistrer sans que l'ensemble des participants ne le sachent. Et enfin, ces enregistrements sont chiffrés de bout en bout. Donc, seules les personnes à qui vous envoyez ces enregistrements avec le mot de passe
y ont accès. Et c'est chiffré. L'autre chose concernant l'interactivité, on a sorti très récemment un whiteboard, donc un tableau blanc sur lequel les participants d'une réunion peuvent participer et peuvent collaborer ensemble pendant le meeting, mais aussi avant et après, y compris donc pour des gens qui n'ont pas pu s'y rendre, pour finalement annoter ou noter des remarques, des commentaires sur le meeting qu'ils sont en train de regarder en replay ou en enregistrement. Voilà. Par contre, je reviens sur le point de Marc qui est important. On a parlé tout à l'heure d'intimité, j'ai presque envie de dire d'authenticité. C'est vrai que parfois, l'aspect enregistrement peut brider un petit peu la discussion. On sent beaucoup d'ouverture au départ, etc. Et de dire, bon, à compter de maintenant, l'appel est enregistré pour les personnes. Et là, on sent comme un calme. Et c'est vrai que ça peut changer parfois la relation. C'est pas un journaliste que je vais le dire, mais voilà, ça peut changer en effet parfois le contenu lui-même. Pardon, juste une chose à rajouter. Il faut quand même se souvenir, dans les études qu'on a retrouvées d'il y a des dizaines d'années, quand le téléphone est arrivé, les rendez-vous téléphoniques que l'on faisait, que les commerciaux faisaient avec leurs clients, c'était une révolution. Et à ce moment-là, les commerciaux avaient peur que la technologie prenne leur place. On est dans ce mouvement-là. Il se trouve qu'on a été dans une situation, encore une fois, extraordinaire, qui nous a montré que, en fait, ça nous rendait de grands services, surtout quand on s'en servait bien. Mais voilà, on a vécu des révolutions comme ça qui sont aujourd'hui la norme. Qu'est-ce que vous attendez de solutions comme Zoom maintenant? Alors, Olivier, vous parliez de la traduction. Apparemment, c'est quelque chose que vous attendez Oui, ça me fera économiser avec de l'argent, impatience. ça c'est bien. Non, puis peut-être aussi, vous allez gagner en interaction et en... Oui, tout à fait. Puis maintenant, on s'est admis de toute façon qu'on a ce fonctionnement hybride. On s'attend quand même à ce que les solutions, les éditeurs comme Zoom développent des solutions qui deviennent assez fluides parce que finalement, on passe quand même beaucoup de temps là-dessus. Donc, on a besoin d'avoir accès aux documents. Donc, l'idée du whiteboard, c'est bien. Puis, comment on partage les autres documents, les choses comme ça. Comment on peut gérer plusieurs équipes en même temps. Enfin, voilà, ça, c'est des choses qu'on aimerait voir évoluer. Et puis, alors, il y a un truc que je voulais redire, parce que ça m'est venu tout à l'heure, mais il y a une chose quand même sur, et là je sors un petit peu du sujet, mais sur les relations. Moi, je sais qu'il y avait 2 ans, ça faisait 2 ans que je n'avais pas voyagé. Et donc, j'ai rencontré des collègues, j'étais aux États-Unis il y a 2 semaines, des collègues que je n'avais vus qu'en Zoom. Et alors, ce qui était incroyable, c'est que j'avais l'impression de les connaître, mais depuis je ne sais pas combien de temps. Ils avaient leur caméra allumée. Ils avaient leur caméra allumée. Et alors, à part certains, finalement, qui étaient différents en bas que ce que j'avais imaginé. Plus petit. Oui, on a tous eu des surprises. Plus horizontales. Je sais pas. Donc, à part ça, qui était quand même une grosse surprise. Mais vous aviez l'impression de les avoir quittés la veille. Exactement. Alors ça, c'était vraiment surprenant, parce qu'on se dit toujours par caméra, est-ce qu'on connaît vraiment, mais non, c'est vrai. Amaury, moi, ce que j'attends, peut-être vos attentes? Bien sûr. Je pense, Zoom est une société technologique, innovante. Je pense qu'on partage le même ADN avec SAP, et c'est ce pourquoi on collabore. J'attends surtout la roadmap, entre guillemets, je vous la laisse, et je sais que vous allez nous surprendre avec des fonctionnalités qui vont forcément répondre à nos attentes. J'attends surtout que vous gardiez la simplicité d'utilisation. Si Zoom a gagné au départ, pendant la pandémie, la bataille de l'adoption client, que ce soit personnel avec les 40 minutes gratuites, etc., ou la bataille interne B2B, je parle des entreprises qui mettent, c'est parce qu'en effet, il n'y avait pas forcément à vérifier que les gens avaient ouvert les pop-up, téléchargé quoi que ce soit. Il y avait une adoption client très forte du fait de la facilité d'utilisation de la plateforme. J'espère que ça sera maintenu tel que ça l'est aujourd'hui. C'est ce que j'attends de vous. Voilà. On fait beaucoup d'études auprès de nos clients utilisateurs, évidemment pour travailler dans le sens des besoins, pour renforcer les fonctionnalités qui marchent, corriger ce qui est moins apprécié ou moins utilisé, évidemment. Donc, merci de vos retours. Et c'est vrai que la facilité, c'est vraiment la facilité d'utilisation, c'est vraiment la force. La force de Zoom. Alors, peut-être Marc d'abord sur ce que vous attendez de solutions comme Zoom, et puis je crois qu'Olivier a envie de rajouter quelque chose. Oui, alors je pense que beaucoup de choses ont été dites aussi, simplicité, fiabilité, stabilité, faire que ça soit le plus transparent possible. Plus le service est transparent, mieux c'est pour nous en fait, donc c'est vraiment un avantage. Et après, bien évidemment, comme je te disais, le pain d'un point de vue vraiment usage
de ce type de solution, c'est l'interactivité. Donc toute fonctionnalité qui vient aider à améliorer l'interactivité avec l'audience, c'est forcément un plus pour nous. Olivier. Ouais, non, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas qu'on ait à former les gens. Voilà, il faut que ça puisse être naturel, comme prendre le téléphone. Il ne faut pas qu'il y ait un training à faire. Charlotte, on a parlé quand même de beaucoup de nouveautés tout au long de cette table ronde. Peut-être un mot sur d'autres fonctionnalités, d'autres pistes. J'ai entendu aussi de Zoom Expo. Donc là, on est dans un salon en présentiel, mais il sera possible, ou il est déjà possible peut-être même? Tout à fait. Alors, il y a de très nombreuses fonctionnalités qui sortent à chaque release, à chaque mise à jour. On sort 1 à 2 solutions par an. On a récemment sorti une solution qui s'appelle Zoom Event, sur laquelle il y a une partie expo, qui vous permet de mettre en place des événements virtuels ou des événements hybrides. On aurait pu tout à fait imaginer que cet événement-là ait lieu aujourd'hui physiquement, mais également à distance pour ceux qui ne pouvaient pas se rendre à Paris, ici à Porte de Versailles aujourd'hui. Avec des stands virtuels. Avec des stands virtuels, avec la possibilité de passer d'une session à l'autre, exactement comme on le fait physiquement ici, avec des possibilités de networking. On a parlé pour les meetings des tableaux blancs, hein, donc on est vraiment effectivement dans cette idée de toujours plus collaborer avec des fonctionnalités qu'on développe, nous, Zoom, directement, et en s'associant avec des partenaires. On a des milliers d'applications qui se greffent directement sur Zoom quand vous ouvrez votre webinar, votre meeting, que vous pouvez utiliser pour faciliter cette interaction. Et puis, ce qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui sur ce salon stratégie client et beaucoup de démos qui nous sont demandées sur le stand, c'est de parler de Zoom Contact Center, donc le centre de contact. La force de Zoom Contact Center, c'est la fiabilité, la disponibilité, hein, puisque Zoom est dispo à plus de 99%, donc ça, il n'y a pas de question, on est les meilleurs du marché sur ça. La simplicité d'utilisation, et puis c'est une solution qui, comme l'ensemble de notre plateforme UCaaS, donc Unified Communication as a Service, est basée sur des technologies vidéo first. Donc vous pouvez utiliser Zoom pour votre centre de contact client uniquement avec l'audio, mais aussi avec la vidéo, avec le choix du client d'activer ou pas sa caméra évidemment. Mais si c'est pour faire du service après-vente, il pourra vous montrer son produit ou le matériel ou le service qu'il a du mal à utiliser. On a vraiment des dizaines de nouveautés fonctionnelles qui sortent à chaque mise à jour. 1 ou 2 solutions par nouvelle par an. Venez nous voir, on est sur le stand C30. On a aussi un petit cocktail sympa à 18h. Venez vous voir, on vous montre tout ça en fonction de ce qui vous intéresse, parce qu'on ne peut pas tout montrer en 10 minutes. Le rendez-vous est pris, mais peut-être, moi j'ai envie de vous donner la parole. Alors, vous avez peut-être des questions à poser à nos intervenants, ou alors partager avec nous votre expérience, votre vision des relations clients à l'ère du travail hybride. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de réagir, de poser une question. On peut prendre 5-10 minutes pour échanger ensemble avec nos intervenants. Personne n'a envie de se lancer? Oui, madame. Question, ah, très bien. Merci de vous lancer. Bonjour, Roselyne, Bonjour. Directrice d'un centre de formation professionnelle en rédaction web. Donc on utilise énormément Zoom. Est-ce que vous allez augmenter le nombre de fonctionnalités pour les personnes en situation de handicap? Absolument. C'est vraiment. Donc, on parlait tout à l'heure d'interaction, d'inclusion. Donc, il y a la transcription automatique, c'est la première chose. Donc, on vous allez parler, c'est pour l'instant disponible en anglais, c'est en cours de développement et en bêta-test dans les autres langues et notamment sur le français. Vous parlez, ça transcrit automatiquement le texte. Ça fait des sous-titres grâce à l'intelligence artificielle en automatique. Et ensuite, encore une fois, on travaille vraiment sur l'inclusion au niveau visuel avec tout un certain nombre de la possibilité d'annoter. On peut chatter en direct dans tous les meetings, etc. Évidemment, c'est un axe très très important pour nous, l'inclusion pour des personnes avec des handicaps de tout type. Passez sur le stand, on vous présentera tout ça. Il y a vraiment beaucoup de choses déjà disponibles et en cours de développement. Y a-t-il une autre question? Oui, monsieur. Là-bas. Monsieur. Oui, bonjour, Wilfred Guély, je suis directeur de développement dans une mutuelle dans l'Oise. Les intervenants sont plutôt dans des entreprises qui travaillent à l'international, ce qui explique effectivement la facilité d'utilisation de cet outil.
je n'ai pas l'impression que pour des entreprises, je dirais franco-françaises, que ça soit développé surtout pour des commerciaux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pardon, je me permets de commencer. Alors, Content Square est une entreprise tout à fait française. Hein. C'est la première chose. Ensuite, on est très présent dans l'éducation. Hein. On est présent dans 100% des universités et des écoles publiques ou privées. Parfois seulement Zoom, parfois avec d'autres solutions. Puisque Zoom est aussi utilisé, notamment sur la partie meeting, Zoom est parfois aussi utilisé quand il y a des problèmes de stabilité avec d'autres solutions. Donc parfois la solution fonctionne en addition avec d'autres solutions. On a des universités, des CHU, beaucoup de CHU, dans l'éducation, beaucoup de banques. Plus de 50% des banques dans le monde utilisent Zoom. Plus de 50%, j'ai plus le chiffre exact en tête, pardonnez-moi, mais des entreprises, 80% des entreprises du Fortune 100. On est vraiment sur tout type d'entreprise, tout type de secteur d'activité. Non, la question est intéressante. Il y a deux sujets pour moi. Il y a l'adoption, en effet. À partir du moment où le cas client, on va dire, Amaury, par exemple, dirige 25 commerciaux en Europe et doit les contacter de manière individualisée, qu'ils soient en France ou à l'étranger, le cas est le même. C'est-à-dire, voilà, à partir du moment où je peux les appeler par téléphone ou mieux les voir, dans tous les cas, l'adoption se fait, je pense, de manière normale. Et la deuxième, et c'est là où je vais plus loin, ça répondait à la question tout à l'heure, vous disiez qu'est-ce qu'on attend de Zoom? J'attends aussi de Zoom qui rentre dans ma vie personnelle, B2C, c'est-à-dire aujourd'hui j'ai une relation très SAP vers mes partenaires et mes clients internes et externes. J'aimerais bien demain en effet que si je réalise un achat dans un magasin à l'aéroport et que j'en suis insatisfait, le SAV puisse m'aider par exemple en vidéoconférence. Et je pense que c'est ce lien de l'adoption dans l'usage personnel qui devient de plus en plus fin avec le monde professionnel qui va nous aider à casser certaines barrières, peut-être certains silos d'adoption qu'on trouve d'un pays à l'autre. Absolument. On a vraiment des cas d'usage dans tout type d'entreprise, de toute taille, y compris en France et dans tout secteur. N'hésitez pas à passer nous voir. Oui, alors pour reprendre un peu la question de monsieur, c'était est-ce que ça a du sens finalement d'organiser une visio avec un client qui est à quelques kilomètres finalement de son bureau? La réponse est oui quand même. Vous allez passer 30 minutes, une heure. Voilà, on peut faire les deux, c'est-à-dire à la fois du physique et du virtuel, bien sûr, du distanciel. Ça dépend des moments dans la stratégie commerciale. Peut-être, monsieur, je crois que vous aviez une question aussi à poser. Oui, bonjour. J'ai une question d'ordre technique un peu pour Zoom un peu. Souvent, on fait des conférences, on enregistre et on veut récupérer ensuite la vidéo, ce qui est normal. Mais dans le partage vidéo sur YouTube ou quelque chose comme ça, la qualité, en fait, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen technique pour augmenter la taille du conférencier? Parce que souvent, il est de très petite taille et de mauvaise qualité. Ça serait bien de pouvoir récupérer et tout de suite que ce soit une vidéo exploitable, disons. J'ai pas fini. Et deuxième question, sur la traduction que vous faites en simultané, est-ce que c'est juste une bande passante en texte écrit ou bien il y a une traduction en audio qui est prévue? Parce que, bon, et puis il y a le côté juridique après, parce que si c'est à l'international et qu'il y a des mots mal traduits, ça peut poser problème. Et j'ai pas fini. Non, oui, juste, il y aurait un truc super génial à faire, en tout cas, c'est de prendre tous les gens qui sont en Zoom. En fait, la plupart du temps, ce que vous ne dites pas, c'est que c'est une insulte à la mode, parce qu'on est en costume en haut et en pyjama en bas. Voilà. Et puis, s'il y a une question qui m'intéresse, en tout cas, c'est comment vous voyez le futur de Zoom? Vos axes de recherche, c'est sur quel domaine? Voilà, il y a des questions très précises. Est-ce que je réponds aux trois premières ou sinon vous pouvez passer sur le stand, on y répondra. L'avenir de Zoom, c'est vraiment de rendre facile la continuité du business, la continuité de la relation client, la continuité du travail au sein d'une entreprise, la continuité de l'éducation, de la santé, qui sont des travails vraiment, qui sont des axes et des secteurs d'activité sur lesquels on travaille. Pour ça, on développe en permanence de nouvelles solutions basées sur la technologie Zoom, donc ce qu'on appelle la vidéo first. Et donc, c'est rendre cette inclusion, cette interactivité facile, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la taille de l'entreprise. C'est vraiment sur ça qu'on travaille, avec le contact center,
avec les SDK, les API qui permettent d'intégrer Zoom dans vos propres solutions, vos propres applications. Si vous êtes une boutique, vous pouvez intégrer Zoom sur votre site web, sur votre application et faire comme ça des séances shopping en one-to-one ou en one-to-many, pardon pour mes anglicismes, avec vos clients. Et c'est vraiment ça, c'est assurer la continuité de vos activités, des relations. C'est vraiment sur ça qu'on travaille. On parle beaucoup avec nos clients via des études, via ce qu'on appelle des Customer Advisory Boards. Et on a un centre de recherche et développement qui travaille non-stop. Et vous le voyez, parce que c'est compliqué de suivre toutes les nouveautés de Zoom, ça sort en permanence. Allez, on arrive au terme de cette conférence, de cette table ronde. Allez, un dernier conseil pour ceux qui nous regardent et nous écoutent en quelques secondes. Marc, on commence avec vous. Préparation. Préparation, vraiment, on a tendance à se dire soit je fais que du physique, soit que du Zoom. Ça vaut vraiment le coup juste de se poser 30 secondes quand on organise un meeting sur c'est quoi les objectifs et quelle est la manière la plus appropriée. Donc ça permet d'éviter, dans un sens comme dans l'autre, en fait, des situations qui sont pas efficientes pour à la fois vous et puis les personnes qui assistent au meeting. Olivier ? Oui, alors moi, comme de toute façon, ce genre de communication est là pour durer, je pense qu'il faut vraiment les utiliser de façon intelligente. Parce qu'il y a un côté humain, c'est vrai qu'on perd, et comment on garde les deux, il faut aussi se poser des questions et voir un peu les deux côtés des choses. Ouais. Amaury ? Moi, je dirais que l'hybridation sera la nouvelle norme et qu'en effet, cette hybridation n'est pas synonyme de déshumanisation. Au contraire, elle apporte de l'intimité, de la flexibilité, de l'authenticité. C'est le monde dans lequel vit SAP aujourd'hui grâce aux outils Zoom et je pense que c'est voué à une durabilité certaine. Charlotte, le mot de la fin. Amaury m'a piqué ma conclusion. Mais vraiment, on est dans une nouvelle norme qu'on ne peut pas ignorer. Il faut faire avec, il faut s'entourer, il faut réfléchir à ça en tant que culture d'entreprise, comment on gère ce nouveau mode de travail hybride, cette nouvelle relation client-partenaire. On ne peut pas l'ignorer, il faut que les réflexions continuent et Zoom accompagne vraiment ses clients en ce sens-là. Et puis, pour finir, on sera ravis de vous voir sur le stand. Et puis, on a un petit cocktail à 18h. Ce sera bon. Passez avec plaisir. Merci, et merci à vous quatre d'avoir participé à cette table ronde. Et merci à vous de nous avoir suivis. Excellent salon à tous. Merci à tous. Merci.